Bonjour à tous, c'est Dan du Château du blog Le Chalon Philo. Cet épisode va être le premier de ma série Interview Nietzschéenne où je poserai des questions à des personnes plus ou moins proches de l'auteur. On commence la série avec Badr Ben Kiran de 50 degrés de Nietzsche. Badr que je remercie beaucoup pour sa confiance. Hop. Donc, est-ce que tout d'abord tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Badr Ben Tiran et du coup, je m'intéresse à la pensée de Nietzsche depuis, je dirais, 5-6 ans. Donc là, en fait, c'était pendant mes études que j'ai découvert Nietzsche et du coup, à partir de là, euh, Instagram, YouTube, 50 degrés de Nietzsche. Et l'objectif, c'est tout simplement de partager cette passion à propos de Nietzsche et d'essayer de transmettre de manière très pratique cette philosophie parce que j'y crois vraiment en son potentiel d'apporter vraiment des clés de compréhension, des clés qu'on peut utiliser pour se développer soi-même et du coup qu'on peut mettre en pratique vraiment cette philosophie et dépasser le côté simplement théorique de la pensée. D'accord. Qu'est-ce qui t'attire le plus dans la philosophie de Nietzsche? C'est qu'il y a une grosse concentration sur la dimension psychologique dans le sens où la pensée de Nietzsche, en fait, c'est une pensée qu'on vit vraiment et à travers la lecture de Nietzsche, on vit vraiment à la fois l'intensité des émotions, peut-être des sensations en fait physiologiques, peut-être même de l'écriture de Nietzsche, et ça nous questionne sur nous-mêmes à travers cette lecture. On a une vraie compréhension de la psychologie humaine, je dirais, et c'est pour ça que je pense Nietzsche lui-même disait que la psychologie est la reine des sciences, quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans cette pensée. Ouais. Donc, quel aspect de sa pensée t'a profondément marqué dans ce point de vue psychologique? Euh, je dirais que c'est la conception en fait déjà de l'être humain comme un ensemble d'instincts, de pulsions, et vraiment cette compréhension-là, à la fois avec ce qu'explique Nietzsche comme une sorte de structure organisée d'instincts et de pulsions à l'intérieur de l'être humain, et à la fois il en parle aussi sur le plan culturel, qu'il y a des instincts au niveau d'une culture, d'une civilisation qui se développe. Tout ça, en fait, ça donne des clés de compréhension à la fois de soi-même et de comment fonctionne une culture, de comment fonctionnent en fait les processus euh, de vie en fait. C'est-à-dire, c'est des développements d'instinct, c'est d'abord peut-être des conditions de vie qui ensuite deviennent finalement instinctives et donc certains besoins qu'on peut ressentir à la fois nous-mêmes, mais à la fois qui ont pu être ressentis au sein d'une civilisation, ils vont se développer au fur et à mesure pour devenir des instincts. Et tout ça, en fait, cette compréhension-là que j'ai eue à travers l'angle de la philo, moi, ça m'a beaucoup parlé parce que moi-même, je m'intéressais beaucoup à cette notion de comment est-ce qu'on peut produire du changement à l'intérieur de notre propre existence. Rapprocher un peu la notion d'instinct, cette dimension psychologique, je l'ai rapproché de la notion de développement d'habitudes euh, qu'on peut nous-mêmes créer dans notre propre vie. Et ça m'a donné une compréhension hyper intéressante de comment moi-même, par exemple, si j'ai envie de produire des changements dans ma vie, je peux m'appuyer sur cette compréhension de comment fonctionne l'humain, de comment fonctionnent les instincts, de comment fonctionne cette hiérarchie de pulsions que forme l'individu, l'être humain. Et du coup, j'ai mis ça en pratique en essayant d'en tirer vraiment des clés pour justement développer des instincts, concrètement développer des habitudes et pouvoir même aussi me débarrasser de certaines autres mauvaises habitudes ou instincts que j'aimerais plus neutraliser. Donc, il y a une vraie dimension hyper psychologique et personnelle pris donc dans cette philosophie Nietzsche et qui m'a beaucoup attiré dans cette dimension psychologique de cette pensée, de cette philosophie. Ce qui est assez amusant justement en plus avec Nietzsche, c'est que habituellement, finalement, la psychologie, on va penser directement à l'esprit, tandis que chez Nietzsche, quand on parle de psychologie, on parle avant tout finalement du corps. Donc, Mm, ce qu'il appelle la grande raison hein, par rapport à la petite raison qui est l'esprit. Et donc, mm, c'est là où je te rejoins et je trouve ça intéressant, cette culture finalement, hein, comment faire pousser un instinct, comment
euh, le faire grandir, le faire évoluer, comment lui donner une autre voie peut-être aussi. C'est Mm. hyper intéressant c'est ce qu'on appelle la physiopsychologie de Nietzsche, que moi Complètement. j'adore aussi. Hein, c'est un de mes, comment dire, c'est une des dimensions que je trouve les plus appréciables, les plus intéressantes et les plus riches chez Nietzsche. Et Mm. donc, pour rebondir là-dessus, tu disais que justement tu l'utilisais de manière pratique pour soit toi cultiver des instincts, hein, des valeurs que tu as envie de faire grandir ou en éradiquer, hein, on peut utiliser ce mot je pense, euh, éradiquer certaines valeurs, certains instincts que tu n'as pas envie finalement d'avoir en toi. Est-ce que tu pourrais donner un exemple pratique justement, soit d'instinct que tu as essayé d'élever, comment tu as réussi ou que tu as essayé en tout cas de le faire, ou comment tu as éradiqué un instinct au choix? Ou tu peux dire les deux aussi. C'est Mm. intéressant, je trouve, de voir le côté Euh, pratique là. ouais, justement, le côté pratique, en fait, déjà, je me suis posé des questions un peu sur des instincts qu'on a pu développer. Typiquement, l'instinct le plus classique dont j'ai déjà parlé dans un de mes posts, donc par rapport à cette dimension-là de développement d'instinct et d'habitude, c'est l'instinct social, l'instinct. Et donc, finalement, du coup, j'ai pu un petit peu déjà comprendre, déjà tout simplement, pourquoi est-ce qu'il était si fort, cet instinct-là, cette pulsion-là sociale, et d'essayer de comprendre les influences que ça peut avoir sur nous, sur notre manière de nous comporter, parfois l'envie de, de vouloir tellement faire partie d'un groupe que finalement on ne fait pas forcément suffisamment soi-même et parfois on prend des décisions pour les autres, pas pour nous-mêmes. Et Ouais. donc déjà d'avoir cette compréhension-là, ça a été une première dimension pratique qui m'a beaucoup parlé. Dans sa pensée, il parle pas mal en fait de cette notion finalement d'être indépendant, d'avoir beaucoup d'indépendance d'esprit. Et c'est quelque chose que lui-même dans sa philosophie, il a dû y être confronté justement en s'arrachant à l'influence peut-être de son entourage, notamment avec l'écriture d'Humain trop humain, avec l'influence qu'il pouvait avoir par des personnages qui ont été importants, des amis comme Wagner. Il a dû finalement acquérir son indépendance à partir de cette il s'est un peu mis en retrait finalement il s'est un peu retiré séparé de tout un entourage qui avait beaucoup d'influence sur lui pour développer sa propre indépendance, quelque chose que moi-même j'ai essayé de euh, finalement d'accepter les vertus de cette indépendance et d'accepter comment fonctionne cet instinct social qui sera toujours là évidemment je pense, mais du coup ne pas l'interroger et effectivement savoir à quel moment est-ce que c'est intéressant de de suivre cette pulsion, cet instinct social, et à quel moment est-ce que c'est plus intéressant de vraiment se focaliser sur sa propre indépendance, quitte à déroger un peu à cette pulsion naturelle du social, finalement cet instinct social naturel, en essayant de mettre en pratique cette psychologie et cette philosophie des instants, en quelque sorte, chez Nietzsche, Mm. c'est en me posant la question sur le fait de développer une habitude ou un instinct qui soit lié à la culture du corps. Et moi, c'est quelque chose qui a été très parlant pour moi parce que déjà chez Nietzsche, on voit l'importance énorme qu'il donne à la santé du corps. Ouais. Et moi, finalement, ça m'a donné envie de développer cet instinct de culture de soi-même, de culture de son propre corps, en fait, d'y prendre beaucoup plus soin dans le sens de la nutrition, de savoir l'importance de la nourriture, du climat, évidemment de l'exercice physique, du sport. Donc tous ces instincts-là, au final, j'ai essayé de les développer. Et donc finalement, je me suis appuyé sur cette philosophie de Nietzsche en essayant de comprendre comment est-ce que je pouvais commencer petit à petit à me créer des instants, à me créer des habitudes. Et finalement, j'ai appliqué quelque chose d'assez simple. J'ai commencé à essayer de me créer des petites habitudes en termes de nutrition, notamment en termes d'activité physique, et d'essayer tout simplement tous les jours de
de m'y tenir et d'avoir vraiment un processus de suivi de cet instinct. Donc du fait qu'il revienne chaque jour et que j'essaie vraiment de l'instaurer comme un mode de vie, comme comme une pratique en fait quotidienne. Et donc finalement j'avais des choses tout simples. J'ai essayé d'utiliser des outils assez simples comme simplement des calendriers par exemple que je peux imprimer sur lesquels je peux cocher finalement que j'ai mis en pratique cette habitude euh, chaque jour et en faisant en fait vraiment le suivi et en ayant du coup cette vision du suivi de l'instinct qui commence à se développer, un peu comme une plante instinct pour prendre cette métaphore qu'utilise parfois Nietzsche, Hmm. une plante instinct qu'on va arroser tous les jours avec justement cette volonté qui revient chaque jour, cette volonté qui s'exprime à travers l'action et l'exercice, le déploiement de cette habitude. Donc voilà, pour répondre à cette question. D'accord, super, merci. Nietzsche a introduit le concept de surhumain ou Übermensch. Qu'est-ce que tu penses que ça signifie et comment est-ce que ça s'applique finalement à notre société moderne? C'est une très bonne question. Je pense que à la fois, on peut avoir une conception assez développement personnel de cette notion de surhumain, Hmm. vu qu'elle fait quand même pas mal appel à la notion forcément de dépassement de soi, de, de dépassement de soi dans un mouvement au final qui est à l'infini en quelque sorte. Le surhumain, c'est pas un idéal fixe, mais c'est en tout cas de mon point de vue un mouvement, un élan de dépassement continuel de l'être humain. Donc d'essayer au final soi-même de toujours surpasser les états dans lesquels on peut se trouver à un certain stade de notre existence et essayer d'arriver à aller encore plus loin, à atteindre une plus grande forme de vigueur, de vitalité, de santé. Et c'est un mouvement du coup qui va forcément nécessiter le surhumain, le mouvement du surhumain, ça va toujours nécessiter le surmontement d'obstacles. Et ça rejoint beaucoup la notion de d'éternel retour, dans le sens où l'éternel retour, finalement, c'est aussi accepter que la volonté de l'être humain elle puisse toujours être confrontée à, à son renouveau, c'est-à-dire au fait qu'il y a toujours une activité de la volonté qui va revenir. Et cette activité de la volonté, c'est toujours une volonté qui se manifeste par rapport à des résistances, à des obstacles. Euh, et donc à la fois, il va y avoir des obstacles qui vont permettre de surmonter un état et donc ensuite de créer quelque chose de nouveau. Donc pour moi, c'est pas mal lié à ça aussi le surhumain. C'est ce mouvement d'autodépassement de soi, comme dit Nietzsche, et donc toujours supposant un jeu dionysiaque, le jeu dionysiaque de la douleur, de l'enfantement, pour reprendre la métaphore de l'enfantement, la douleur de l'enfantement avec la joie de la création, la joie de l'engendrement. Et donc, le surhumain, pour moi, c'est vraiment l'acceptation de ce mouvement-là, toujours, qui suppose un jeu dionysiaque, qui suppose le surmontement de résistance, de souffrance, et une acceptation à tel point de ce jeu dionysiaque qu'on est parfaitement, euh, comment dire, dans l'affirmation de la souffrance qui va toujours y avoir à surmonter. Donc pas seulement à accepter, se résigner à ce qu'on puisse être confronté à des souffrances, des douleurs dans son existence, mais affirmer complètement cette souffrance, l'exalter à un point où on sait que toujours avec cette souffrance, on peut la surmonter et on peut créer quelque chose en puisant en quelque sorte dans cette souffrance les ressources, les réserves qui vont nous permettre d'engendrer une œuvre d'art, d'engendrer des quelque chose en fait, de créer quelque chose. Et donc pour moi, c'est ça comment je conçois la notion du surhumain et la manière dont ça s'applique à notre société. Je pense que c'est très intéressant parce que comme j'ai dit, ça peut être lié avec la popularité qu'on a aujourd'hui, avec aussi le développement personnel. Et finalement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes
qui vont essayer de trouver dans le développement personnel ces ressources-là qui leur permettront euh, de faire face à des échecs, de faire face à des obstacles, de faire face à des résistances et d'essayer de les dépasser. Maintenant, moi, je pense que la philosophie contient énormément de ressources que le développement personnel des livres ne contient pas. Il y a des outils qui sont très intéressants, je pense, dans le développement personnel de notre société actuelle, mais je pense que vraiment la notion de surhumain, ça va encore plus loin que ça. C'est aussi quand on lit l'œuvre d'Ainsi parlait Zarathustra, qu'on peut lire d'ailleurs des centaines de fois et toujours trouver du nouveau dans cette œuvre et dans cette richesse de la pensée. Mais je pense que la notion de surhumain pour Nietzsche, ça va aussi vers avancer, essayer d'avancer vers le type du surhumain en quelque sorte, parce que Nietzsche parle de type humain, de cette notion de type humain qui est un peu, comment dire, une certaine configuration d'instinct à l'intérieur d'un individu ou d'un groupe d'individus qui se caractérise par un seul instinct prédominant. Et du coup, c'est ça qui va déterminer cette notion de type humain. Par exemple, le type guerrier, le type humain du guerrier, par exemple, ça va être celui qui va peut-être mettre en premier, dans sa configuration d'instinct, il y aura en premier l'instinct de la guerre, en fait, l'acceptation de la guerre, l'instinct agonal. Donc ça, par exemple, c'est un type humain. Et donc le type du surhumain, finalement, et je pense qu'il est indéfinissable parce que Nietzsche ne fait pas une description en mode prescriptive. Voilà à quoi ressemble exactement l'idéal du surhumain, parce que justement, c'est pas un idéal en fait. C'est quelque chose qui est toujours dans un mouvement. Et donc, je pense que cette notion-là chez Nietzsche du surhumain, euh, elle suppose toujours en fait le regard vers l'avenir, le regard vers le potentiel d'évolution de l'être humain pour faire pousser un être humain en quelque sorte qui soit encore plus vigoureux, qui soit encore plus affirmateur de la réalité et d'essayer de trouver soi-même qu'est-ce que ça veut dire en fait cette affirmation de l'existence pour soi-même, qu'est-ce que ça veut dire pour soi-même une plus grande santé, une plus grande forme de volonté et donc tous ces éléments-là, au final, ils peuvent être très parlants, je pense, pour notre société actuelle, parce que on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pas forcément se reconnaître dans notre société actuelle avec ces valeurs qui sont, pour moi, beaucoup plus des valeurs de repos, finalement, d'essayer d'atteindre des états de stabilité, une forme de repos, une forme comment dire, de paisibilité qui va essayer de faire cesser les souffrances, en fait. Et parfois, le développement personnel, ça peut être ça, ça peut être des manières de faire cesser la souffrance, d'essayer de fuir, parfois aussi de trouver des techniques, en fait, de fuir la souffrance, d'essayer de l'éviter. Et je pense que la notion de surhumain, c'est exactement l'inverse. C'est vraiment l'affirmation de cette conception du monde où la souffrance est une partie intégrante et la douleur est une partie intégrante qu'on va essayer de toujours surmonter. Et donc, pour moi, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent plus se reconnaître avec ces notions de surhumain, avec cette notion de la volonté, comme l'explique Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra, et du coup, qui parlera plus à un type de personne qui ne cherche pas juste des techniques pour éviter la confrontation avec les douleurs ou les souffrances, mais qui va chercher en fait de développer un rapport affirmateur de de ce jeu-là dont j'ai parlé, du jeu dionysiaque de l'existence, comme le conçoit Nietzsche. Et donc, je pense que ça peut être vraiment parlant, cette notion du surhumain, à notre société actuelle, qui va quand même plutôt dans des directions qui cherchent de plus en plus à augmenter le confort, augmenter la stabilité, la fixité, le repos. Donc, on cherche beaucoup plus ces éléments-là, je pense, contrairement à des recherches d'augmenter les confrontations avec les obstacles, avec les résistances. Donc, je pense que c'est là où la notion de surhumain peut apporter beaucoup de choses à notre société actuelle. Je conclurai avec le surhumain et le sens de la Terre. Donc Exactement. effectivement, oui, je suis un peu d'accord avec toi. Pour synthétiser un peu, on pourrait dire que le surhumain, ça reste un idéal, mais un idéal qui n'a pas de forme finalement, qui n'est pas fixe, comme tu Mm. dis.
c'est en mouvement. Mm. Et c'est vrai qu'on le voit souvent, et en fait, je pense beaucoup de personnes pensent que le surhumain, c'est juste, comment dire, que c'est tout le temps juste personnel, individuel. Et en fait, bah, justement, quand on lit Nietzsche, notamment par De l'Un, Bien et Mal, on voit, et ainsi par les Zarathustra, hein, on voit justement quand tu as parlé de type humain, que Mm. en fait Nietzsche parle pas, parce qu'on parle beaucoup de Nietzsche comme en gros faisant l'apologie de l'égoïsme. Alors Mm. c'est mécomprendre Nietzsche, puisque lui c'est un égoïsme finalement qui est sans ego, hein. Euh, Mm. mais en fait ce type d'homme justement c'est ce qu'il dit, hein, quand il parle de la Zurtung, de la domestication, Mm. c'est le fait d'essayer de faire advenir en fait un type d'humain qui soit en fait bah, avec une certaine force de vie, une affirmation de vie, et en fait essayer de faire advenir le plus grand nombre de ce type d'humain qui soit Mm. dans l'affirmation de la vie, dans le dionysiaque, comme tu dis. Donc en fait, Mm. il y a vraiment pour ma part, hein, je me trompe peut-être, mais je pense qu'il y a vraiment une dimension aussi sociale qui est très occultée la plupart du temps dans les commentaires, et qu'il Mm. faudrait peut-être essayer de refaire remonter. Après, c'est encore une fois, là, c'est encore plus idéaliste que d'idéaliser le surhumain, on va dire. Ah, tu as complètement raison. Je pense que effectivement, cette dimension sociale-là, avec la notion du type humain, elle est très, très intéressante. Parce que de toute façon, un type humain, effectivement, c'est pas un seul individu, mais c'est justement c'est un type, c'est-à-dire que il représente une certaine configuration d'instinct, c'est chez un certain nombre de personnes, donc qui vont correspondre à ce type-là. Et du coup, pour le surhumain, bah, effectivement, il y a une notion aussi où forcément, il va y avoir potentiellement de l'émulation entre des personnes qui cherchent à faire advenir le surhumain, qui cherchent eux-mêmes finalement à s'émuler. Donc forcément, ça suppose une dimension sociale, tu as raison, parce que il y a aussi une notion d'émulation qui va être très forte. C'est un peu comme pour reprendre la métaphore des plantes. Je Mm. pense que, entre guillemets, une plante homme qui veut tendre vers sa forme la plus épanouie de croissance, de vigueur, etc., elle a besoin justement qu'il y ait d'autres plantes euh, qui cherchent à peu près la même chose pour qu'il y ait cette émulation, pour qu'il y ait cette poussée vers Mm. finalement essayer de dépasser, se dépasser l'un l'autre. Mais donc ça, c'est vraiment la dimension vertueuse de l'émulation qui peut qui peut se former au sein d'un groupe d'individus, au sein d'une société. Mm. Mais cela étant dit, je pense que la notion de surhumain aussi, forcément, ça peut pas concerner je pense, le plus grand nombre parce que justement, le type surhumain, en tout cas de ce que j'ai compris chez Nietzsche, il faudra toujours qu'il soit confronté à son type opposé. Et donc, pour qu'il y ait des personnages un peu qui représentent vraiment cette poussée vers le surhumain, Nietzsche, par exemple, prend des figures d'artistes ou des figures comme par exemple Napoléon. Et c'est des personnages qui sont venus et qui ont été un peu vraiment aussi solitaires. Il y a aussi une notion, je pense, de solitude du surhumain parce que il va venir parfois dans des époques qui ne cherchent justement pas du tout ce que lui représente, cette vigueur, cette volonté-là. Et il va venir, lui, en quelque sorte, bousculer un peu ça. Donc je pense que malheureusement, il y a quand même Enfin, je sais pas si c'est malheureux en réalité, mais il y a toujours une notion d'élite, en fait. C'est toujours une élite. Les personnes qui vont essayer de s'emparer de ce mouvement vers le surhumain. Donc ça ne concernera pas le plus grand nombre de personnes. Je pense qu'il y aura toujours un petit nombre au final de personnes qui vont former entre eux, euh, essayer de former entre eux ce type du surhumain et ce mouvement vers le surhumain. Mais après, dans l'idéal, effectivement, qu'il y ait un grand nombre de surhumains, c'est toujours préférable, je pense. Mais après, dans les conditions dans lesquelles ça se met en œuvre, il y a toujours une confrontation du type surhumain vis-à-vis de quelque chose qui est son opposé, peut-être, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Bah, de toute façon, si on est d'un point de vue réaliste et pragmatique, pour ma part,
Je pense Mm. que rien qu'au niveau politique et en plus à échelle nationale, hein, ouais, ça me paraît totalement impossible d'essayer de faire ça. Mm. Déjà parce que, bah, on en parlera plus tard, mais parce qu'au niveau du ressentiment, il est tellement puissant que Mm. c'est compliqué il y aurait une Complètement. réaction tellement forte en fait face au ce qu'il appelle le sens de la Terre, en fait, tout simplement face à la réalité que Mm. ce sera tout bonnement impossible. Enfin, moi, je ne conçois pas que ça puisse être applicable, malheureusement. Pour le coup, Mm. je dirais malheureusement pour ma part, ça reste un point de vue personnel. Mais Mm. ouais, je pense pas qu'on puisse. Et effectivement, du coup, ça reste un peu élitiste. Après, par contre, au niveau des instincts, je serais un peu plus nuancé, dans le sens où je pense que tu disais que c'était un peu des semblables, ou en tout cas des personnes qui ont le même objectif. Je suis Mm. pas sûr que ce soit forcément le cas, je serais plus dans la nuance et dans ce qu'il va appeler, tu sais, le multicolore, hein. Mm. Et donc, ce serait peut-être des instincts qui pourraient être un peu semblables dans le sens instinct qu'on a élevé, Mm. mais qui après prennent des ramifications pardon, totalement différentes, hein, vraiment multicolores. Et d'ailleurs, ça va être un peu plus ma prochaine question, ça va être Mm. la volonté de puissance, justement. Donc, Ouais. on y arrive. Donc, Ouais. c'est Ouais. ça. La question sur laquelle je voudrais rebondir, du coup, c'est celle de la volonté de puissance, qui est aussi un des concepts vraiment central de la philosophie de Nietzsche avec le surhumain. Et Ouais. donc, j'aimerais savoir, bah, toi, comment tu interprètes cette notion et pareil, comment tu la vois finalement à l'œuvre dans le monde moderne. Je parle beaucoup de monde moderne, hein, Mm. je tiens à préciser, c'est parce que justement, ça m'intéresse de savoir comment la philosophie, et plus particulièrement la philosophie de Nietzsche, en fait, elle est utile pour nous maintenant. C'est pour Mm. ça que je vais poser beaucoup de questions en disant, bah, pour toi aujourd'hui, dans notre contexte actuel, qu'est-ce qui Mm. marche, comment ça marche, etc., etc. Ouais. Ouais, ouais, complètement. Et tu as raison, effectivement, c'est un point qui est important pour actualiser la pensée et l'inscrire dans notre cadre, notre contexte aussi moderne. Et donc, juste pour rebondir sur la notion dont tu as parlé sur les ramifications de Mm, la manifestation de certains instincts, effectivement, il y aura toujours enfin, je te rejoins, qu'il y a toujours des formes variées de manifestation d'un instinct prédominant au sein d'un type humain. mm, Bien sûr que ça ne prendra pas toujours exactement la même forme, mais je sais que par rapport à cette notion-là, enfin, en tout cas dans Part de la bien et mal, euh, je trouve que Nietzsche insiste pas mal sur la question de stabilité du type humain. C'est-à-dire qu'il dit qu'un type devient stable et dur quand il est confronté tout le temps aux mêmes conditions qui vont être défavorables et contre lesquelles il va devoir manifester ou projeter son instinct. Donc, mm. je pense que les types humains ils développent un certain nombre, ils développent un certain nombre de traits de caractère ou d'instinct et qui vont pouvoir manifester effectivement de formes différentes. Mais je Mm. pense qu'à la base, un type humain, il se caractérise quand même par un instinct qui peut être, qui va être le même en soi. Mais peut-être que ces formes Oui, je vois ce que tu veux dire, mais varier. c'est en fait on dit la même chose. C'est vraiment, si tu veux, Ouais, il y a ce jeu interpulsionnel souterrain, hein, et que c'est du ça. coup on obtient une pulsion qui est vraiment en affirmation avec la vie, qu'on va C'est essayer de ça. cultiver, que tout le monde va avoir, mais cette pulsion que tout le monde a, finalement, elle Ouais. va apparaître sous différentes formes, tout simplement. Au sein d'un type humain. C'est ça. Mm. Ouais, C'est ce que complètement. je Bah pensais d'ailleurs, aussi. Je me suis peut-être mal exprimé. non, non, mais c'est exactement ça, effectivement, comment je le conçois. Et d'ailleurs, ça me permet de faire la transition avec la volonté de puissance. Mm. Parce que justement, déjà, ma compréhension rapidement, bon, après, la notion de volonté de puissance, on peut en parler pendant des heures. Mais pour faire très simple, et pour ensuite se focaliser sur le côté de la modernité de ce concept aujourd'hui, comment on peut le voir aujourd'hui dans notre société. Bah, tout d'abord, du coup, ce jeu interpulsionnel dont tu parles, pour moi, au final, c'est les instincts à l'intérieur d'un individu ou à l'intérieur d'une société, d'une culture.
ils vont toujours être en lutte entre eux, et parce que ça va être au final eux-mêmes ces instincts-là, ça va être des volontés de puissance. Et pas, ça va pas être comme des atomes, ces volontés de puissance-là, mais ça va être plutôt comme des processus, des mouvements qui cherchent du coup ces instincts-là, qui cherchent toujours à lutter les uns contre les autres pour prédominer. Donc pour moi, c'est ce jeu-là de lutte entre pulsions, entre instincts, euh, à l'intérieur de la psychologie d'un individu, mais aussi à l'intérieur d'une société. Donc il y a ce mouvement-là de lutte, et la volonté de puissance, c'est toujours ce mouvement qui tend à s'accroître, donc à prendre plus de force, plus de puissance. Donc par exemple, je prends un exemple très simple, mais au sein d'un individu. Donc par exemple, au sein de moi, imaginons que j'ai deux instincts ou deux pulsions. D'ailleurs, c'est des synonymes pour moi, pulsion et instinct. Euh, j'ai à l'intérieur de moi deux pulsions qui vont être opposées. Par exemple, j'ai d'un côté une pulsion qui va me pousser à rester dans un état de faiblesse, dans un état comment dire, de calme, où j'essaie d'éviter au final un problème. Donc un instinct qui va être finalement de la procrastination ou de la paresse, qui va devoir, lui, lutter contre un autre instinct à l'intérieur de moi que je vais avoir, qui va être l'instinct de justement confronter un problème, s'y attaquer. Et donc, c'est un instinct un peu plus actif, en quelque sorte, qui va essayer de passer à l'action, d'essayer de résoudre un problème. Donc, voilà, finalement, il va y avoir une lutte de volonté de puissance entre ces deux instincts-là. Et donc, c'est ce mouvement-là, c'est cette lutte-là qui, pour moi, symbolise ce concept de volonté de puissance. Et chacun de ces instincts-là va essayer de prédominer à l'autre. Et il n'y en a pas un qui va être tout le temps prédominant, mais il y aura toujours une lutte au final entre ces deux. Et donc celui qui arrive à s'imposer le plus souvent, c'est au final celui qui a la volonté de puissance la plus intacte et la plus forte. Donc ça, c'est un peu pour schématiser sur cette notion de volonté de puissance. Et du coup, pour voir comment ça se manifeste aujourd'hui dans notre monde moderne, bah, je pense que par rapport à ça, je pourrais invoquer la notion de justement, je pense qu'on pourra en reparler de la notion de ressentiment, de la notion même de décadence chez Nietzsche. Et donc, on peut l'appliquer à notre société actuelle. Finalement, il y a des formes de décadence ou de manifestation de vie qui cherchent tout simplement à se conserver, qui cherchent tout simplement à conserver un état stable des choses. Par exemple, imaginons que on a un certain, comment dire, on a un certain niveau de vie dans une société. Par exemple, en France, il y a certains individus qui vont tout simplement essayer de préserver ce niveau de vie-là qu'ils ont. Imaginons une personne qui a des ressources, qui a des ressources moyennes financièrement, et donc qui va juste s'appuyer sur un train de vie quotidien, qui va juste essayer de conserver son petit confort. Donc, il va essayer de juste se conserver finalement. Et du coup, il n'aura pas forcément à l'intérieur de lui cette manifestation de volonté de puissance qui est la plus vigoureuse, je pense, selon Nietzsche, et qui est celle d'essayer d'atteindre le maximum, en fait, de ses ressources, de ses capacités, de son potentiel, et donc qui va être, pour le cas de cette personne-là, pas dans un mouvement de conservation, mais dans un mouvement de vraiment euh, accroissement, croissance de sa force, de ses ressources, de ses capacités, de ses compétences. Ça peut être sur le marché de l'emploi. Donc la personne qui va essayer de se former un maximum, de lire un maximum de livres, je sais pas, d'essayer de candidater au maximum d'emplois qui l'intéressent le plus. Ça pour prendre cet exemple-là. Et je pense que aujourd'hui, dans notre société, on ne nous enseigne pas à l'école, on ne nous enseigne pas dans nos valeurs une volonté de puissance. Même si il y a une popularité de discours motivants, du style du développement personnel, etc. Enfin, je pense que ça, c'est pour moi, si on enlève le côté juste les discours de développement personnel, etc., qu'on peut entendre et tout, je pense que d'un point de vue valeur, dans la morale qui prédomine,
aujourd'hui, par exemple, si je prends le cas de la France, je ne pense pas qu'on enseigne vraiment aux individus à accroître leur volonté de puissance, enfin, en tout cas à la manifester. Et aujourd'hui, en fait, euh, il peut y avoir des manifestations de volonté de puissance, mais qui vont pas être celles qui sont les plus souhaitables, je pense. Il y a toujours de la volonté de puissance à l'intérieur de nous, mais il peut y avoir une certaine volonté de puissance qui est descendante plutôt que ascendante. Descendante dans le sens où cette volonté de puissance, elle va juste prendre la forme de la recherche euh, justement comment dire, de la recherche de stabilité. En fait, il y a quelque chose de très, très paradoxal. Il peut y avoir dans une volonté de puissance quelque chose qui est contradictoire avec la volonté de puissance Ouais. affirmative. Et donc, pour moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de cette manifestation-là. Pour moi, il y a même une valeur recherche de la stabilité et du repos, tu vois. Ouais. Pour moi, ça, c'est presque une valeur dans notre société. On cherche à éviter le maximum la confrontation avec quelque chose qui nous contredit, quelque chose qui s'oppose à nous. Et donc, on nous enseigne plutôt à, à accepter, enfin, à trouver des manières de, de contourner les problèmes, tu vois. Genre, si je prends un exemple comme par exemple à l'école, je sais que j'avais entendu ça il y a pas très longtemps et je trouvais que c'est un exemple très parlant. Par exemple, à l'école, aujourd'hui, on va pas enseigner à des... Je prends le cas d'un garçon. On va pas enseigner à un petit garçon à vraiment se défendre et à accroître sa puissance pour se défendre quand on vient comment dire, c'est quoi le mot déjà? Je l'ai en anglais, to bully. Harcèlement. Voilà, quand on vient l'harceler, on va pas lui dire apprends à te défendre vraiment, à confronter ces personnes-là et justement à pouvoir leur montrer que tu es capable de te défendre et que tu as une Mm. puissance et qu'on ne peut pas juste venir renier ta puissance et te marcher dessus. Mais du coup, on va plus apprendre à la personne à gagner une certaine forme de puissance imaginaire, dans le sens où on va enseigner à cette personne à se dire ah mais il faut pas répondre il faut pas répondre à ces personnes-là, il faut les ignorer, tu vois, c'est-à-dire Ouais, en oui, fait c'est c'est comme tout le si temps. voilà on acquiert une forme de puissance imaginaire, on se dit qu'on est supérieur à ces personnes qui nous harcèlent et qu'on est supérieur à eux juste en les ignorant ou en leur montrant que ça nous fait que ça ne nous fait rien, que ça nous est que ça nous est égal, tu vois. Donc on nous enseigne pas, je pense, cette vraie volonté de puissance affirmative qui pourrait justement dans ce cas précis euh, se manifester par apprendre à cet enfant, à ce garçon par exemple, à se défendre vraiment, à Ouais. justement acquérir les moyens de se défendre verbalement, même physiquement quand on l'harcèle. Donc voilà pour moi un petit peu comment ça peut prendre forme aujourd'hui. Mais je pense que bon, il y a plusieurs manières dont ça peut prendre forme. Ouais, ouais. Je te Mais je laisserai suis compléter totalement si tu d'accord avec veux. toi. Ouais, le souci en partie, justement, c'est que on a retiré à tout individu ce qu'on appelle la violence légitime, hein, qui est maintenant à l'État, en fait. L'État a le monopole de la violence légitime et nous, en tant Ouais. qu'individus, en tant que citoyens, en fait, on n'a plus de légitimité à la violence. Et c'est ça qui est assez problématique pour cette volonté de puissance affirmative. C'est qu'on Hmm. est obligé tout le temps, en fait, on est soumis par la société à créer du ressentiment parce qu'on ne peut pas réagir Hmm. de manière immédiate. C'est ça. Je sais pas, quelqu'un me vole. Ouais, en France, c'est quand même incroyable de se dire que je me fais cambrioler, je sais pas, je retourne une droite au cambrioleur et je le mets hors d'état de nuire par terre le temps que la police arrive. Eh ben, il va Hmm. pouvoir porter plainte parce que je lui ai mis une droite et que je l'ai blessé au visage. Et je vais donc Hmm. avoir un procès et donc devoir payer des intérêts, dommages et intérêts à cette personne alors qu'en soi, Hmm. elle était en train de me cambrioler, donc de me faire du mal en Ouais. me volant mes biens que j'ai quand même durement acquis. Ouais. Et ça, et en plus de ce côté viol de localisation de vie privée, il y a aussi ce Hmm. viol psychologique hein, qu'on a à ce moment-là quand quelqu'un rentre dans ton domaine privé, hein, dans ton foyer.
euh, tu te sens pas sécurisé alors que c'est quelque chose que justement l'État est censé assurer. Donc quand on voit que c'est pas assuré et qu'en plus Mm. quand on essaye de l'assurer nous-mêmes, eh ben on se fait vraiment mettre à genoux, on va dire. C'est vrai que c'est Mm. compliqué et que finalement, ouais, on va retomber dans ce ressentiment. On rebondira dessus après hein, pour l'autre vidéo, Ouais. mais je trouve Mm. vraiment ouais, que c'est très problématique de ne pas pouvoir réagir en fait de manière proportionnée, bien entendu, hein. C'est là où Mm. on pourrait parler de légitime défense, mais en fait, les Ouais. cas de légitime défense, c'est beaucoup trop compliqué pour tomber dans la légitime défense aujourd'hui. C'est ça que je Mm. trouve problématique. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais. Cet exemple-là, en plus, il est assez parlant parce que finalement, et tu as parlé de la notion de violence qui est d'ailleurs très intéressante même pour les étudiants en classe préparatoire qui vont travailler sur ce thème-là de culture générale, Mm. qui va être la notion de violence. Et donc, c'est vrai que finalement, la violence aujourd'hui, elle se manifeste, je pense, le plus, plus il y a de civilisation, plus il y a de domptage, comme dit Nietzsche, de manière un peu provocatrice Mm. ou provocante. Mais du coup, c'est l'idée que finalement, les violences aujourd'hui se manifestent à l'intérieur de l'être humain, mais c'est des violences retournées contre lui-même. Donc c'est là où on pourra parler aussi de la généalogie de la morale et de la Ouais. psychologie aussi du ressentiment. Mais donc Mm. quand la violence aujourd'hui, elle peut pas s'extérioriser de façon saine, et j'insiste sur le mot façon saine, c'est-à-dire qu'il y a des Ouais. manières de canaliser cette violence qui est à l'intérieur et qui justement parfois a besoin de se manifester, a besoin de se décharger, de s'extérioriser. Mm. Si aujourd'hui cette volonté de puissance qui est aussi à la base de cette potentiellement de cette violence-là, qui a besoin parfois de se manifester dans certaines situations, dans des cas comme tu dis par exemple de légitime défense, des choses comme ça, ou dans des besoins en fait d'extériorisation de cette force qui est à l'intérieur de nous. Si on ne trouve pas des manières saines aujourd'hui dans notre société de cultiver des méthodes ou des méthodes pour spiritualiser, enfin pas pour spiritualiser, mais plutôt pour sublimer et décharger une Tu violence, peux mais de dire les manière... deux, je pense. Ouais. Comment? Je pense que tu peux dire les deux si c'est dans Voilà, l'utilisation nietzschéenne, c'est c'est ça. spiritualisé, c'est au même titre que la sublimation ou l'affinement. Exactement. Exactement. C'est ça. Du coup, c'est ces manières-là de canaliser en fait d'une manière saine cette force Mm. qui peuvent justement être plutôt des choses des choses préférables aujourd'hui que continuer à prôner des valeurs qui sont en réalité toujours qui s'accompagnent toujours d'une violence qui est rentrée et qui est contre nous-mêmes parfois, qui est contre nous-mêmes ou Mm. au lieu de s'extérioriser, de se manifester, elle est rentrée à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre esprit, dans notre psychologie. On commence à se faire violence à l'intérieur de soi-même. Donc c'est là aussi la volonté de puissance et se manifeste aussi à l'intérieur de l'individu, vu que parfois tu peux avoir plutôt que de réagir à quelqu'un qui t'a fait un dommage, bah tu vas te faire violence à l'intérieur de toi-même en ayant un instinct qui va plus te dire ah bah non la violence ne résout rien, tu vois, typiquement ces discours qu'on nous a appris par cœur, que la violence aujourd'hui ne résout rien, des choses comme ça, Mm. bah finalement on nous retire complètement les armes en quelque sorte pour manifester notre force et parfois cette violence qui a besoin de s'extérioriser. Finalement, on commence à nous inculquer des valeurs qui vont prôner plutôt euh, voilà, on fait réfléchir cette violence vis-à-vis de Mm. nous-mêmes à l'intérieur de nos propres pulsions. Je suis d'accord avec toi. Quelle est ta citation de Nietzsche que tu préfères? Donc, quelle est Ouais. la citation de Nietzsche que tu préfères? Et la suite de cette question, finalement, j'aimerais savoir ce que tu penses que le fait que tu préfères cette citation dit de toi. Finalement, qu'est-ce que cette préférence dit de toi? Euh, alors, citation préférée chez Nietzsche, c'est très compliqué Il parce y en a qu'on a beaucoup. on a des millions que je pourrais te citer, mais Ouais. peut-être une qui m'est venue en tête là comme ça. Alors, je crois que je la connais pas forcément par cœur, mais
Je dois pouvoir te la retrouver. C'est une citation dans Ainsi parlait Zarathustra. Ouais. Et c'est une citation qui parle de volonté. Donc, la citation dans Ainsi parlait Zarathustra, c'est Je porte en moi une force invulnérable, incoercible, capable de faire éclater les rochers, point virgule, c'est mon vouloir. Donc, pour moi, cette citation sur le vouloir, sur la force de volonté, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé dans Ainsi parlait Zarathustra. Et je pense que ce que ça dit de moi, c'est que j'essaye, en tout cas à travers ce que j'essaie de construire dans mon quotidien, à toujours essayer de manifester, à faire ressortir ce vouloir-là, un vouloir qui soit constant, qui soit peut-être le même, mais qui soit stable, qui se manifeste, qui soit vraiment d'une telle puissance et d'une telle force sur la durée qu'il est capable, de manière très métaphorique, comme dit Nietzsche, de faire éclater les rochers. Et pour moi, ça, c'est assez incroyable comme puissance de l'image. Donc voilà, je pense que c'est ça ce que ça dit de moi et j'espère que du coup, je pourrai continuer à cultiver ça et à vraiment vivre, entre guillemets, sous la domination de cette citation, qui pour moi vraiment est un critère même de comment mener mon existence. Ouais, c'est ta maxime. Voilà, presque. Voilà, je cherchais le mot. Cherchais le Mais mot. je pensais à Maxime et Sentence de La Rochefoucauld. Complètement. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour cet entretien. Merci à Et toi. puis, merci encore à Badr pour cette première interview. Vous pouvez aller le suivre sur sa page Instagram 50 degrés de Nietzsche. Pour ma part, vous avez avec vous le pouvoir de me soutenir de plusieurs manières. Premièrement, en vous abonnant à ma chaîne, en aimant et en partageant mon contenu. Deuxièmement, en me soutenant financièrement via Tipeee et Patreon. Sachez qu'en me soutenant via Patreon, vous aurez accès à du contenu exclusif. Salut les esprits libres!